Exit Basson Mobasi. Monsieur le Président, en venant dans la région de Yadiga, région pleine d'histoire et d'humanité, vous apportez là des saluts fraternels et patriotiques de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et de ses collègues du Mali et du Niger. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, nous allons solliciter l'infatigable Basson Mobasi pour donc sa communication. Merci. De nos autorités coutumières, ne pas former un écran entre l'interlocuteur et eux. Le deuxième élément, vous me permettez également de me tenir debout ici, parce que je souhaite, quand je communique, voir le visage de ceux qui écoutent, afin que le message puisse être de façon communienne. En ce qui concerne la préséance, Monsieur le Gouverneur, vous l'avez tellement bien fait qu'en reprenant, je risque à quelque part de l'écorcher. Donc, je fais mien la préséance que vous avez bien décrivée avant votre propos et je vous en félicite énormément. Le deuxième élément, c'est au nom de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Et vous dire, Monsieur le Gouverneur, grandement merci. Notre profonde reconnaissance pour l'accueil chaleureux, la mobilisation que nous constatons, malgré les contraintes de temps à votre niveau, mais aussi les contraintes assez exigeantes quand on sait, au niveau de la région du Yarda, quel était le passé, quel est actuellement le présent. Et on sait très bien que de façon victorieuse, nous sommes en train d'avancer sans difficulté. Je dis que vous êtes à féliciter et en même temps partager ces félicitations à travers ma modeste voix à l'ensemble des notabilités coutumières, à l'ensemble de la jeunesse, à l'ensemble des corps constitués, à l'ensemble des femmes, à l'ensemble des éléments de la veille citoyenne, de la région. Les félicitations ne sont pas creuses. Vous savez très bien que si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, il y a moins d'un an, quitter Ouagadougou et venir dans la région de Yarda était hautement risqué. On n'en parlait pas quitter Ouagadougou pour emprunter la voie de Titao. Aujourd'hui, même si nous gardons la vigilance dans nos déplacements, les deux éléments seulement cités est un exemple que je prends pour dire à nos frères et sœurs qui se sont trompés dans l'histoire en se rangeant du mauvais côté de l'histoire, de revenir dans la famille à temps parce qu'ils sont déjà perdants. Ils sont perdants parce que le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, pour quelqu'un qui maîtrise l'histoire de ce peuple, ce n'est pas la peine d'aller créer des conditions à s'allier avec un ennemi pour s'en prendre à ce peuple. Nous avons dit que c'est vrai, nous sommes en train de mener une guerre de souveraineté. Ça veut dire que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués par des supplétifs d'armées étrangères. Je pèse bien mes propos. Des supplétifs, ça veut dire des représentants d'armées étrangères. Tout simplement pour nous mettre dans le désarroi et mieux nous piller. Mais nous ne pouvons pas venir directement des moments par eux-mêmes. Ils pouvaient se faire représenter dans les couches sociales pour porter leur voix par des enfants, souvent des localités, qui n'ont pas suffisamment compris
que nos pays africains, notamment le Burkina Faso, n'est pas un pays qu'on peut plier et casser. Effectivement, le maître de cérémonie a répété un propos en disant que les vents sont violents, les vagues sont violentes, mais quand on regarde l'historique de notre pays, d'où nous venons et où nous sommes, on sait très bien que ce n'est pas un peuple avec lequel il faut s'amuser. Parce que depuis les années 1919, quand vous regardez, il n'y a pas un pays en Afrique, et précisément en Afrique de l'Ouest, qui ait subi les mêmes turpitudes que nous. Justement, les difficultés sociales, les difficultés humaines, les difficultés historiques peuvent ébranler une personne dans sa façon d'avancer. Ce que les gens oublient, quand vous soumettez quelqu'un à des difficultés énormes, au fur et à mesure qu'il s'en sort d'une difficulté, il gagne en capacité d'adaptation supérieure. Et cette personne-là, vous ne pouvez pas vouloir venir la La crise frappe notre pays de plein fouet. Mais je le dis, je le répète, cette crise, le peuple burkinabé va prendre le dessus. Et je pense qu'à travers le monde, il y a des pays qui vont voyager, venir prendre conseil, venir prendre sollicitation, pour ne pas dire venir se faire éduquer par les représentants du peuple burkinabé afin qu'ils retournent pour mieux se comporter chez eux-mêmes. Je le dis ainsi pourquoi? Parce qu'après 1919, vous savez très bien qu'en 1932, on a été saccagé, réparti de part et d'autre. Et le 4 septembre 1947, le pays la colonie a été reconstituée. Et puis le 11 décembre 1958, il y a eu la proclamation de la première République. Bien sûr, avec un représentant présidentiel, Ouézin Coulibaly. Le 5 août 1960, il y a ce qu'on a appelé l'indépendance de notre pays. Et si vous regardez très bien la façon d'appeler cette indépendance, nous disons souvent que c'est une indépendance formelle. Je reviendrai là-dessus. Mais après, le 5 août 1960, vous savez ce que notre pays a vécu le 3 janvier 1966 pour dire qu'il n'est pas un peuple qui soit capable de faire face à l'injustice et reculer. Il n'aime pas l'injustice et vous avez trouvé un propos, monsieur le gouverneur, en disant qu'une souveraineté qui n'est pas au service de l'ensemble des entités du peuple, ce n'est pas une souveraineté. Et justement après le 3 janvier 1966, où on a cru que le Burkina Faso allait se scinder ou disparaître, il y a eu les 17 et 18 décembre 1975, où également un mouvement social violent a secoué le pays, mais avec les concertations, les approches, le pays a été secoué, mais il a su se maintenir. Après 17-18 décembre 1975, on a vécu le cas de 15 juin 1995, où 2 enfants de Garango, pendant une manifestation, ont été fauchés. Là également, le pays a connu des secousses assez violentes. Mais après cela, les concertations, les échanges, le pays également a pu se redresser. Vous avez vu ce que le pays a connu le 30 et 31 octobre 2014, après le 16 septembre 2015, ainsi de suite jusqu'aujourd'hui. Un ambassadeur, ex-ambassadeur, est venu à Saint-Léon en 2016, en visite de courtoisie, et il m'a dit que vraiment lui, il ne sait pas où le peuple burkinabé tire ses ressources et ses énergies. Parce que chez eux, sincèrement, ils ont failli fermer l'ambassade pour partir quand ils ont vu les crises s'annoncer. Ils ne savaient pas qu'on allait pouvoir nous tenir debout et aller de l'avant. Je lui ai dit que ne croyez pas que celui auquel vous parlez n'est pas au courant de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Même si vous êtes devant moi, je peux vous donner à la liste prête de l'ensemble des éléments de votre ambassade que vous avez évacués avant la crise. Mais justement, quand vous venez en tant que partenaire et vous me tenez de tels propos, j'ai rappelé l'historicité de notre pays tel que je viens de le faire pour dire que le peuple burkinabé, c'est un peuple qu'on peut plier, replier, mais ce n'est pas un peuple qu'on peut casser. Et je lui ai dit, il n'a qu'à taper sur le net et regarder une vidéo
de Charles de Gaulle qu'il a eu à prononcer en 1959, où il dit que le peuple voltaïque, donc l'actuel peuple burkinabé, c'est un peuple qui est très bien éduqué, c'est un peuple très courageux, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple discipliné. Mais attention, c'est aussi un peuple, quand il te dit non, ne crois pas qu'il reviendra te dire. Ça, c'est le général de Gaulle qui l'a dit. Voilà, justement, quand on dit pays des hommes intègres, ce n'est pas un mot creux, ce n'est pas un mot vide. Et chaque Burkinabé, que vous soyez femme, fille, garçon, homme, on doit comprendre qu'il y a des termes qui portent la charge du sacrifice de nos dévanciers, du sacrifice de nos aïeux. Donc, de ce point de vue, quand on marche avec ça en tête, on doit se dire que l'héritage assez lourd que nous avons dans la main, en lien avec ce pays, on doit faire attention pour ne pas le brader. Pourquoi on doit faire attention pour ne pas le brader? Parce que justement, quand vous regardez même la question des dates d'indépendance, pourquoi j'ai parlé d'indépendance formelle le 5 août 1960? Le même De Gaulle a dit que s'il y a un pays qu'il faut surveiller et ne pas lui donner de l'indépendance, c'est la Haute-Volta dans le Burkina Faso. Que parce que, véritablement, c'est un peuple qu'on ne peut pas laisser libre. Il faut le surveiller comme de l'huile sur le feu. Mais ce que le général de Gaulle a oublié, c'est que quand un peuple est fait de personnes qui sont en lien avec la nature, qui sont droits, qui sont sincères, et que les ancêtres les accompagnent et les comprennent, une telle personne, tu ne peux pas la manipuler comme une galette. Quelle que soit ta surveillance, à un moment donné, même la nature va te faire somnoler et la personne va s'échapper. Parce que ça te dépasse. Donc c'est comme ça nous sommes. Et de ce point de vue, pourquoi on a parlé d'indépendance formelle? Vous avez des portables quand vous regardez, et regardez comment des indépendances ont été données. On dit formelle parce que le contenu de ces indépendances, pour nous permettre d'être véritablement souverains et libres, ce n'est pas une question de liberté, ce n'est pas une question de souveraineté, ce sont des indépendances vides. Je répète, des indépendances vides. Pourquoi je le dis? Quand vous tapez sur vos portables et regardez à partir du Bénin, quand ils sont venus, De Gaulle a décidé, parce que les tensions sont en train de monter de part et d'autre, parce que Sékou Touré, en 1958, en Guinée-Conakry, a clairement dit à De Gaulle, nous n'allons pas négocier notre indépendance, nous la voulons ici et tout de suite. Et De Gaulle lui a dit, si vous voulez l'indépendance, prenez-la sur coup de colère. En lui disant ainsi, les jours qui ont suivi, ils ont organisé le sabotage systématique de tout ce qu'ils avaient comme élément dans l'administration guinéenne. Ils ont mis l'administration guinéenne à genoux. Il a fallu des enfants des différents pays d'Afrique engagés dans la lutte pour l'unité africaine qui sont partis servir la Guinée jusqu'à l'université de façon bénévole. Je peux citer Feu Joseph Kizerbo, qui n'est pas en vie, qu'on tient à féliciter. Ils ont été enseignés à l'université gratuitement parce que la France, en saccageant l'administration, a rappelé l'ensemble de ses représentants enseignants qui étaient dans les différents instituts. Donc, justement, si après 1958, la même France se précipite dans notre contrée, après réflexion de De Gaulle, pour nous distribuer des dates d'indépendance, on ne peut pas dire que ce sont des indépendances véritables. On ne peut dire que ce sont des indépendances formelles, parce que le contenu de souveraineté, de liberté, d'intégrité et de dignité n'y était pas. Vous envoyez des gens vous donner une indépendance le 1er août. Tapez sur vos portables voir. 1er août, vous donnez au Bénin. Et le 2, vous vous reposez. Le 3 août, vous passez à un autre pays. Le 4, vous vous reposez. Le 5, vous venez en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, au Burkina Faso. Vous donnez, vous vous reposez le 6. Le 7, vous partez en Côte d'Ivoire. Vous donnez. Alors, ça coïncide avec un week-end. Vous vous reposez. Le 11, vous partez au Tchad. Vous vous reposez le 12. Le 13, vous partez en Centrafrique. Vous vous reposez le 14. Le 15, vous partez au Gabon. Bon, on ne peut pas donner des dates à des gens comme ça et puis dire qu'on est indépendant. La souveraineté ne se donne pas. La souveraineté s'arrache. Et de ce point de vue, on ne peut pas venir discuter des dates et puis dire qu'on a des dates indépendantes. Justement, pourquoi je dis que
même le contenu est plus grave. Il est plus grave parce que ce qu'on doit retenir, c'est de comprendre que autant que vous êtes, autant que je suis, dans le monde entier, par rapport à tous ceux qui ne sont pas de même teint, c'est-à-dire ceux qui sont blancs, rouges, jaunes, qui ne sont pas de même teint que nous, même s'ils viennent à un moment donné donnant l'impression que dans leur comportement, nous sommes égaux, ce n'est pas vrai. C'est de l'hypocrisie. Ils ne nous apprécient pas, ils ne nous considèrent pas, ils ne nous respectent pas. Mais justement, on ne négocie pas du respect de quelqu'un. Le respect s'impose. De ce point de vue, quand je dis on ne nous respecte pas, moi je ne parle pas seulement des Blancs qui sont des autres côtés des océans. Ce n'est pas pour être raciste. Ce n'est pas également pour défier une question d'unité africaine. Mais quand on se retrouve avec le peuple, quand on se retrouve avec les masses, il faut se mirer correctement dans la glace, dire la vérité, afin que dans la sincérité, on sache où on part. Même ceux qui se font appeler des frères africains, qui ont la peau semblable à celle des Blancs, je veux parler des Arabes, ils ne nous considèrent pas. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi je dis aux uns aux autres, quand on se retrouve dans les rencontres diplomatiques, et vous donnez l'impression, bon, on est des frères, ainsi de suite, il se peut qu'un Arabe, un Français, un Américain, un Belge, peut dans son éducation avoir des grains d'humanisme à considérer l'autre sur le même pied d'égalité que lui. Je ne parle pas de ces exceptions naturelles, mais ça ne pouvait même pas être autrement dans la mesure où on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire le premier homme qui est né dans l'espace universel, ici, c'est en Afrique. Et si c'est le noir qui est le premier être humain, et ça veut dire que tous ceux qui se retrouvent sur les autres continents, quelle que soit la variation de votre peau, votre aïeux là, c'est un noir, c'est en Afrique. Et de ce point de vue, si nous sommes là, on dit que nous sommes noirs, et même là je vais revenir là-dessus, si avec la souveraineté que nous allons acquérir, si on ne va pas changer notre appellation, en expliquant pourquoi. Donc, si vous avez migré en voulant chercher des terres pour cultiver, en voulant chercher des terres pour vous installer, et cette migration vous a amené vers des pôles où le rayonnement solaire n'est pas la même chose qu'en Afrique, il est clair que la pôle va commencer à changer de teint sur des centenaires d'années. C'est ce que j'ai dit à un ambassadeur qui est venu avant-hier faire une visite de courtoisie, même si ça a été une visite de provocation. Et nous aussi, on a été éduqués pour recevoir des provocations, des réponses. Et il dit, vous venez pour une visite de courtoisie, moi je vous explique la souveraineté, la lutte pour la souveraineté qui est en cours. Et justement, cette souveraineté, nous nous sommes engagés pour que ce que vous voyez à la télé, nos frères dont les océans ramènent les corps, les morts, chaque fois un rivage, nous voulons que ça s'arrête. Quand nous prenons les routes des déserts, nous voyons beaucoup de squelettes de nos enfants qui tombent dans le désert par soif, par fatigue. Nous voulons que ça s'arrête. Et toute cette lutte-là, c'est pour permettre véritablement d'être autonomes, de nous autosuffire, de nous prendre en charge en tant qu'être humain. L'intéressé, il prend la parole, il me dit, bon, que je parle de ceux qui viennent à rivage là, qui sont morts là, bon, que ce sont ceux qui partent en Europe. Chez eux, la mer ne mène pas chez eux. Et que les terroristes qui sont dans le désert, dans le Sahel, en train de nous attaquer, bon, ce sont nos frères, peut-être qu'on n'a pas pu gérer des questions de gouvernance, ce sont ceux qui nous attaquent. Je dis d'abord, quand j'ai lu la parole, je lui ai dit, vous voyez, là où vous êtes assis, vous êtes de teint différent que moi, c'est vrai, vous êtes blanc, moi je suis noir. Mais en passant sur la base du fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité, moi je suis l'original dans mon teint. Toi tu as une photocopie. Ça c'est le deuxième élément, si on nous amène dans un laboratoire, on enlève ta cellule, et puis on enlève ma cellule, il y a ce qu'on appelle des temps biologiquement des chromosomes. Et ces chromosomes, si on les compte, chez toi on va trouver 46 bâtonnets. Moi on va trouver 46 bâtonnets.
C'est ça qui caractérise l'homme, l'espèce humaine. Une tête, 2 bras, 2 jambes. Mais maintenant, dans ces 46 bâtonnets, chaque bâtonnet est représenté 2 fois. Ça veut dire que si on prend une cellule de reproduction chez toi, et on prend chez moi, on va trouver chez toi 23, et on va trouver chez moi 23. Ça veut dire, en rien, biologiquement, tu n'es supérieur. Deuxième élément, le pays dont tu viens, pour rejoindre une ville à une autre, même en pleine brousse, on trouve des robinets d'eau. Pour ceux qui voyagent, qui sont en panne, qui sont fatigués, ils peuvent s'arrêter, se désaltérer et puis poursuivre. Mais je crois que, étant donné que vous et moi, nous sommes en égalité des êtres humains biologiques, en quoi ceux qui vivent au Burkina sont des sous-hommes, de sorte à ne pas trouver des robinets sur la route en quittant Ouagadougou pour rejoindre la région de Yaga. On doit aussi avoir le développement qui nous permette d'avoir les mêmes éléments là-bas. Il faut aussi comprendre que quand les gens tombent malades, ils laissent les hôpitaux, ils volent chez nous, ils viennent les mettre dans vos banques. Vous ne dites rien, et quand quelqu'un a un rhume, il se lève chez vous, il vient se soigner. Et quand la population est malade, ils vont dans des hôpitaux où il n'y a pas de médicaments. Nous avons pris la décision, quel que soit ton niveau de représentation de l'État, si tu tombes malade, tu vas te soigner dans ton propre pays. Tu ne vas pas aller. Quand tu vas aller trouver qu'il n'y a pas de gants, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de sérum, tu comprendras qu'en gérant l'institution, tu dois faire en sorte qu'il y ait ces moyens. Ce n'est pas ailleurs que tu vas aller le faire. L'autre élément, il faut aussi comprendre, quand vous dites que les corps qui sont ramenés par les océans, ce n'est pas chez vous qu'ils viennent, mais c'est ailleurs qu'ils partaient, je dis, je vous comprends. Parce que quand quelqu'un a son niveau de maturité, j'allais dire d'humanisme, altéré, tu deviens à la limite insensible, c'est très mauvais. Sinon, un homme, quel que soit ton teint, quand tu vois un corps humain posé, le minimum c'est d'avoir de la compassion. Et justement, s'il y a de la compassion, même si la mère ne mène pas chez vous, ceux chez lesquels la mère, vous faites des rencontres ensemble, est-ce que vous les interpellez puisque vous êtes ensemble? Vous avez le devoir d'interpeller pour leur dire il faut qu'ils prennent des dispositions pour que les enfants ne meurent plus à mer. Je dis, rien ne m'étonne si on vient même me donner des preuves indiquant que c'est vous. Vous quittez vos pays, croisez nos frères en plein océan, vous saccagez les embarcations pour qu'ils se noient et les eaux les amènent. Parce que chaque fois, vous criez, arrête à la migration, ainsi de suite. Qui a besoin d'une migration? Donc, si vous ne voulez pas la jeunesse chez vous, vous ne voulez pas les noirs chez vous, permettez qu'on soit souverain, qu'on exploite notre sous-sol comme on le souhaite pour nous développer parce que nous ne sommes pas des sous-hommes. Mais maintenant, vous parlez de l'insécurité. Oui, il y a des frères qui sont perdus que vous avez récupérés. Mais sachez que la plupart des djihadistes, ce ne sont pas des frères perdus, c'est vous. Ce sont vos militaires, ceux qui sont nés et vous avez récupéré, formés là-bas, qui ont le teint noir là que vous envoyez. Ce sont vos supplétifs de vos armées. Et je donne deux exemples. Le premier exemple, ils utilisent des drones. On fabrique des drones au Burkina, au Mali ou au Niger, qui les donnent les drones. Ils disent chez vous, quand on paye même un drone civil, là, on peut suivre les traces et savoir qui a payé, où est-ce que c'est parti. Il dit deuxième élément, Tanzawaten. Il y a eu un ambassadeur ukrainien au Sénégal qui a eu le courage de dire que ce sont eux qui ont rencontré l'armée malienne dans la zone de Tanzawaten. Entre Tanzawaten et puis l'Ukraine, ça fait combien de kilomètres? Ces gens-là viennent chercher quoi là-bas? Nous avons quoi à voir avec l'Ukraine pour qu'on vienne attaquer des militaires maliens? Donc quand je lui ai dit ça, il a vu que je continuais à le saccager, il s'est enfoncé dans le fauteuil et il dit qu'il va demander la route. Je lui ai dit non, c'est pas encore fini. Voilà, permets-moi de te dire ce que je t'ai dit là. Il faut aller digérer parce qu'on va se rencontrer après. Voilà, et puis il est parti. Et en partant, je l'ai rappelé que le Burkina est en train de se battre pour sa souveraineté. Et dans cette bataille pour la souveraineté, nous avons dit aux partenaires, les ambassadeurs et tout autre partenaire de notre pays, que nous avons une orientation, nous avons une voie. Celui qui estime que la voie que nous avons prise
ne l'arrange pas, nous n'avons pas mis des chaînes autour de la frontière. Tu fais ta valise et tu quittes le pays. Comme indépendants, on va choisir. Nous ne disons pas que ce que nous faisons, nous n'avons pas fait des choix dangereux. Parce qu'on fait des choix comme ça, nous savons peut-être que vous êtes mécontents. Mais nous, on ne regarde pas votre mine pour le faire. Nous sommes engagés et on va le faire. Et de ce point de vue, quand j'ai dit qu'on n'est pas apprécié dans l'histoire, même si les mots changent, on parle de traite négrière, esclavage, colonisation, néocolonisation, voilà, et aujourd'hui on parle d'indépendance, le contenu n'a pas changé. Le dénominateur reste commun. Et le dénominateur, quand tu regardes, c'est comment il faut saccager le noir, comment il faut dépraver le noir, comment il faut déshumaniser le noir, comment il faut utiliser le noir, comment il faut chosifier le noir. Le dénominateur est commun. Et je vais vous montrer comment le dénominateur est commun. Parce que justement, quand ils ont attrapé nos aïeux, quand ils malmenaient nos aïeux, en parlant d'esclavage, en parlant de traite négrière, je pense qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils ont pris des lois. Et ces lois, jusqu'aujourd'hui, même s'ils disent dans la bouche que ça a été abrogé, ça a été annulé, ce n'est pas vrai. Ces lois-là sont toujours appliquées de nos jours. Et je vais aussi donner des exemples pour montrer que c'est appliqué de nos jours. Vous avez pris des lois. Et ces lois, vous les avez mises ensemble. Et vous avez appelé ça le code noir. Si vous tapez sur vos portables le code noir, on va vous le présenter en fichier PDF. Et dans ce code noir, vous avez dit que le noir est un objet. L'être humain noir est un objet. Et comme il est un objet, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez le vendre. Vous avez la possibilité de faire une cage. Si tes enfants veulent regarder un animal, un oiseau, de le mettre là-bas, mettre une grille, et chaque matin, les enfants peuvent venir contempler. Et quand vous l'amenez pour soigner, vous ne le soignez pas en tant qu'être humain. Vous le soignez comme quelqu'un appelle le vétérinaire soigner son âne, afin que l'âne puisse continuer de tirer la charrette. Quand vous appelez le vétérinaire pour soigner votre chien, c'est pour qu'il puisse mieux veiller au moment où vous dormez bien. La preuve est que nos grands-parents que vous avez amenés là-bas, c'est exactement le même traitement que vous leur avez imputé. En disant que même notre grand-père, notre aïeux, qui est chez vous, si à un moment donné, il est mécontent et il veut fuir, vous avez dressé chez vous ce qu'on appelle les chasseurs d'esclaves. C'est-à-dire chaque matin, les intéressés prennent leurs chevaux, ils passent d'une ville à l'autre, d'une campagne à l'autre, pour voir qui a perdu son esclave. Si tu dis que tu as perdu ton esclave, ce sont ceux qui connaissent les pistes qui traversent les grandes forêts. Ils prennent les différentes pistes et puis ils pourchassent, ils ramènent cet esclave sur la base de paiement d'une prime. Et ils ont fait ça en 1685. Et c'est code noir. Mais au fur et à mesure que nos grands-parents, dans ça là, se débattaient pour pouvoir s'en sortir, et regardez comment on a fait saigner non seulement l'Afrique, et surtout le Burkina Faso. Parlant du Burkina Faso, que ce soit dans la région de Yabga, que ce soit dans la zone de Banfora, que ce soit dans la zone de Tinkourgo et autres, on a prélevé des Burkinabés comme des herbes. Si vous tapez sur le net, vous allez voir le livre écrit par Maître Titenga Passéré, le droit du travailleur et migrant de 1887 à 2014. On peut venir prélever 1000 Burkinabés, 1000. Et ces 1000 Burkinabés qu'on prélève, ça sera transporté peut-être du coton, du riz, voilà, tout ce que les gens ont cultivé, ils vont transporter sur leur tête. Et ils vont marcher du Burkina Faso d'abord à pied jusqu'à Bamako. Et quand ils arrivent à Bamako, ce n'est pas terminé. Ils doivent encore s'arrêter à Bamako, marcher jusqu'à Dakar. Et maintenant, cheminer vers le port. Dans ce livre, si vous lisez, il est clairement écrit que quand il y a une colonne de noirs qui transporte les bagages, vous allez regarder derrière, vous voyez tout un four de vautours. Parce que le sang humain, la chair. Pourquoi? Parce que quand ils mettent les gens en rang comme ça pour marcher, tous ceux qui ont mal aux pieds, qui n'arrivent plus à bouger, ils les abattent.
Tous ceux qui sont fatigués, qui n'arrivent pas à avancer, on les abat. Avec la forêt, ceux qui sont fatigués, ils jettent leurs bagages, ils veulent courir entrer, c'est les fauves, les félins, les lions, les léopards qui les attrapent. Vous recrutez 1000 personnes dans un pays. Ceux qui vont atteindre Dakar ne dépassent même pas 100 personnes. Vous imaginez comment nos grands-parents se font? Il y a un qui vient de faire un audio en Morée. Si vous l'écoutez, il a dit quoi? Je suis toujours en train de chercher le vieux là. Il dit que quand on les recrute comme ça, c'est un petit sac de sel qu'on leur met. Et ce sac de sel, si vous marchez, vous êtes fatigué, arrivé à quelque part, si vous gagnez un peu d'eau, vous enlevez quelques grains de sel, vous mettez dedans, vous remuez, vous buvez pour avoir de l'énergie et poursuivre la route. Voilà comment ils sont vécus. Voilà comment notre pays a été saigné. Donc, depuis 1685, même quand tu t'échappes, pour t'empêcher de t'échapper une deuxième fois, les tendons là, les tendons de tes pieds, on les coupe. Donc tu ne peux même plus, soit te tenir debout ou marcher. Ils ont la possibilité également de te pendre. Parce que de toute façon, tu n'es pas conseillé. La loi, le code noir 1685, le contenu dit que tu n'es rien, tu es un objet. Et justement, dans la façon de chosifier les noirs, au fur et à mesure qu'on les transporte là-bas, c'est le maître qui doit regarder quel type d'enfant lui il veut pour ne plus repartir en Afrique recruter. Puisqu'il veut la mettre d'œuvre sur place. C'est lui, la nuit venue, il va regarder dans les esclaves femmes, il va regarder dans les esclaves noirs et hommes, quel est celui qui est bien bâti, quel est celui qui a les potentiels physiques. Et il choisit la femme également qu'il veut, il les met ensemble dans la case pour que la nuit, ils aient des relations et quand l'enfant va naître, ça sera les mêmes caractéristiques de force pour pouvoir produire dans le champ. Conséquence, on prend quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, même c'est à côté. On prend quelqu'un qui vient par exemple de l'Afrique du Sud ou du Libéria. Et puis une femme qu'on a enlevée ici au Burkina Faso. C'est là-bas que vous êtes reconnu, peut-être même la première fois que vous voyez. La nuit, on vous force à faire des relations avec la personne. Il y a eu une grossesse, l'intéressé naît, vous êtes obligé de vous adapter. Et même cet enfant, quand il sera nourri, à peine 13 ans, 15 ans, on commence à voir qu'il prend la forme. Un autre esclave peut quitter un autre maître d'esclave, peut quitter un autre pays, venir dire bon, que lui veut acheter l'enfant. Donc, devant sa maman et le papa, le maître, votre maître esclave là, il sépare l'enfant parce que lui il est dans un besoin d'argent, il vend. Tu pleures en regardant l'enfant partir. Voilà ce que nos parents ont suivi. C'est ce qui fait que quand vous descendez aux États-Unis aujourd'hui, à New York, il y a des quartiers, quand tu arrives, tu es noir, dès lors qu'ils t'identifient, ils savent que tu viens directement d'Afrique. Les autres frères noirs qui sont là-bas, heureusement qu'ils ont commencé à venir au Burkina. Quand tu descends, on te voit, c'est des injures qui partent. Pourquoi des injures partent? Parce qu'ils estiment que ce sont nos parents, nous qui sommes restés en Afrique, ce sont nos parents qui ont aidé des Blancs pour chasser leurs parents, remettre, pour qu'ils se retrouvent là-bas. Les questions de complicité dont je parle. Donc vous voyez comment la vie a été faite. Ça c'est depuis 1685. Donc quand ils ont vu que les révoltes sont en train de monter, les révoltes montent, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent en 1884. Ils disent bon, ils se retrouvent, ils disent bon, au lieu de laisser l'Afrique comme ça là, si on laisse, peut-être nous-mêmes en prélevant là, on va se croiser, ça sera la bagarre. Donc la forme qu'ils ont trouvée, c'est de poser la carte d'Afrique et puis la subdiviser comme un gâteau. Voilà, ils ont séparé ça comme un gâteau, chacun a pris sa partie empochée. Donc pour continuer de puiser et matraquer. Donc vous voyez qu'on est en période de colonisation quand ils ont séquencé la carte de l'Afrique. Mais le dénominateur qui était au niveau de l'esclavage et de la traite négrière et autres, c'est toujours déshumanisé. Au niveau de la colonisation, ça s'est poursuivi, c'est déshumanisé. Mais ils ont constaté que malgré tout, même en Afrique, les combats se poursuivent. J'ai reçu une délégation des Noirs américains en 2024 au bureau à Ouaga, où ils ont amené un tissu. Je pense que quand ils sont venus, ils ont demandé au chef de l'État, et ils ne savent même plus de quel pays africain ils viennent, et ils souhaiteraient avoir la nationalité burkinabé. Ils m'ont amené un tissu. J'ai même fait une photo avec le 15 mai surpassé, ça y est sur la toile, et le tissu là,
Quand vous regardez, vous allez voir, c'est des dessins. Ce n'est pas des dessins. Ce qui apparaît comme des dessins, ce sont les cartes géographiques tracées par nos grands-pères pour indiquer les chemins par lesquels il fallait s'échapper. Donc c'est ça que leurs descendants ont repris et ils ont confectionné un tissu aujourd'hui. Donc, mais maintenant, quand ils voient que les luttes se démultiplient, ils ont changé de terme. Ils disent non, il faut, comme on est égaux là, ce n'est pas la peine de continuer les révoltes. Nous, on va vous libérer. Voilà, vous êtes maintenant souverain. Vous êtes maintenant libre. Vous êtes indépendant. Et c'est dans cette question d'indépendance qu'ils se sont promenés nous distribuer les dates que je viens de citer tout de suite, pays par pays. Mais attention, en vous disant que vous êtes indépendant, ils font une conférence, un discours de la bolle pour dire que les pays africains peuvent aller dans ce qu'on appelle la démocratie. Et la démocratie, il faut déterminer comment vous devrez être géré. On vous donne l'impression formelle, ça veut dire dans la forme que vous êtes indépendant, vous aussi vous êtes devenus des démocrates, vous pouvez vous gérer. Mais en dessous, en disant que vous êtes en démocratie, en dessous, il glisse un papier. Et ce papier qui est comme une chaîne d'esclaves. Et ce papier qui contient toujours les mêmes chaînes que le code noir de 1685. Et ce sont ces papiers-là sur lesquels ils ont mis 11 chaînes, 11 menottes, ce qu'on a appelé des accords secrets entre la France et ses colonies. Mais maintenant, pour te choisir, pour diriger cette colonie, en disant que tu es indépendant, on te donne en soumet cet accord. Mais avant de donner en soumet cet accord, notre pays a subi encore grave que les autres pays. Parce que en 1893, la France a dit qu'elle a constaté qu'il y a des gens qui quittent les colonies françaises, l'espace qui a été subdivisé en 1884. Il y a des gens qui quittent, ces parties-là, pour aller se promener, développer des parties qui appartiennent soit à l'Angleterre, soit à l'Espagne. Voilà, il faut arrêter ça. Donc, en 1893, ils prennent un décret pour rassembler l'ensemble des colonies qui appartiennent à la France, pour les identifier. Et justement, ce décret dit qu'il est interdit que quelqu'un quitte le Burkina Faso pour aller en exode rural au Ghana. Parce que ce n'est pas une colonie française. Ce décret existe. Et quand ils ont dépassé 1893, ils constatent que le flux migratoire se poursuivait toujours. Ils ont trouvé changer de méthode. En 1933, ils prennent un autre décret pour dire, quand ils viennent prendre les Burkinabés, on te prend à Tinkodogo, on te prend à Waïbia, on te prend à Koupela, on te prend à Koudougou, on amène en Côte d'Ivoire, c'est pour aller développer une colonie française. Donc ils disent que nos parents ne doivent plus aller au Ghana. Si vous demandez aux grands-parents, ceux qui ont fait le Ghana, ils vont sortir des longs vélos là. Ça c'est noir, ça c'est de couleur blanchâtre. Voilà, donc un long vélo comme ça. C'est au Ghana qu'ils achètent ça. Donc quand ils ont pris ce décret de 1933, ils disent que quand on amène les Burkinabés en Côte d'Ivoire, on voit qu'ils commencent à fuir pour revenir dans leur pays. Parce qu'ils sont dépaysés. Pour leur permettre de rester, les sociologues, les psychologues leur disent, bon, les psychologues et les sociologues français disent aux dirigeants que ce qu'il faut faire, c'est de créer un espace qui donne l'impression à l'intéressé qui n'est pas en voyage, mais qui est chez lui. Et c'est ce décret de 1933 qui a permis aux Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et ailleurs de créer, là où ils sont, le nom du village où ils ont été enlevés. Et d'où vous trouvez en Côte d'Ivoire Koudougou 1, Koudougou 2, Koupela, Waïgouya, Tinkodogo. Ça dit, ce n'est pas eux qui se sont levés, allaient s'asseoir, dit, bon, comme on est un pays étranger là, nous on va se réunir et créer un village. Ce n'est pas descendu comme ça. C'est sur la base d'un décret. Voilà pourquoi je dis que quand il y a eu l'opération Bayeri, et on dit aux Burkinabés, on les chasse comme s'ils sont partis créer eux-mêmes des villages en Côte d'Ivoire, les gens devaient avoir le courage de dire aux politiciens, rappeler l'histoire afin que la France soit mise devant sa responsabilité. Parce que s'il y a eu des violences, c'est elle qui a pris par décret les germes de cette violence. C'est ça à partir de les parents. Cela n'a pas été fait.
mieux en 1961, lié au fait qu'on a appelé le Burkina Faso comme un réservoir d'hommes combattants, d'hommes battifs. Avant même d'atteindre 1961, ils n'ont pas fini avec le décret de 1933. Quand ils ont permis la création du village là, ils constatent que malgré tout, les gens continuaient de fuir. Vous savez ce qu'ils ont trouvé à faire? C'est de dire, il faut de la même façon qu'on est parti ramasser les garçons venir, il faut aussi prélever les filles comme ça. On prélève les filles, quelle que soit d'où ta zone qui vient, on vient, on les déverse comme des objets, et puis on dit, bon, ils n'ont qu'à se marier entre eux. Et la raison, c'est quoi? Comme étant donné que même De Gaulle l'a dit, que le Burkinabé est très bien éduqué, courageux, discipliné, travailleur, il faut faire en sorte que la France n'ait plus la possibilité qu'elle ne se pratique plus pour venir chercher des hommes dans nos villages. Si un Burkinabé se marie à une Burkinabé, ils mettent au monde un enfant burkinabé, même éducation burkinabé, on a en même temps le produit sur place. Voilà ce qu'ils ont fait à nos mamans, nos grandes-mamans et ainsi de suite. Donc on convoie des filles pour aller créer des mariages sur place afin que nos parents là puissent avoir des enfants de nature burkinabé. Et ils ajoutent en disant, il faut créer les conditions pour que les Burkinabés qui ont été envoyés ne se marient pas à une autre souche. Ça ne sera pas une souche pure. Ça veut dire que ça ne sera pas une souche de discipline, voilà, d'intégrité, de travailleurs, de courage. Donc, Burkinabé, marié à une fille burkinabé, donc l'enfant burkinabé, même éducation, ça peut marcher. Ils ont fait ça depuis 1933. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on a prélevé à Tinkourgo, Koupéla, même Banfora, les gens ont marché, tous ceux qui ont marché jusqu'au Sénégal, on les a envoyés dans des champs de culture d'arachide. Ce qui fait que dans certaines villes du Sénégal, vous arrivez, même si le langage, Koroboro et autres là, a changé, quand vous regardez dans le comportement culturel, c'est exactement les parents qui sont venus de Banfora. Mais avec le temps, il y a eu des petites modifications au fur et à mesure. Donc quand ils ont quitté là-bas, en 1961, comme ils ont fait la conférence de la Baule, ils ont fait le discours de la Baule, en disant que nous sommes maintenant indépendants, ils disent, en 1961, il faut signer un accord avec la Côte d'Ivoire, un accord sur la migration de la main-d'œuvre. Tapez sur les portables, il y en a en 1961. Et ils disent dans l'accord, un garçon burkinabé qui va en Côte d'Ivoire, on doit verser au pays un impôt de 1500 francs par mois. Si c'est une femme, c'est 1000 francs. Ça a été payé pendant des années, c'est passé où? Après la Côte d'Ivoire, en 1974, ils ont signé le deuxième accord avec le Gabon. Et dans cet accord avec le Gabon, ils disent à l'intérieur que si un Burkinabé meurt au Gabon, son cercueil, le rapatriement du corps, les parents, leur voyage là, ça appartient à l'État gabonais. Aujourd'hui, on en est où avec cet accord pour que des Burkinabés souffrent ailleurs? Donc, il faut que, au niveau de l'histoire, au niveau de nos intellectuels, il faut qu'on ait la mémoire de rappeler vivement les politiciens et ceux qui gèrent le pays pour qu'on n'aille pas dans des débats. Il faut se référer à des actes qui ont été pris. Comment ça a été mis en œuvre? Qui évalue? Afin qu'on ne se perde pas. Donc, ils ont pourchassé ainsi, comme ça. Donc, vous voyez que depuis 1685 jusqu'au dernier accord 1974 avec le Gabon, le dénominateur reste le même. Exploiter, déshumaniser, chosifier. Mais quand ils ont fait ça, et ils disent maintenant nous sommes en indépendance, c'est eux qui ont créé les colonies, ils disent bon, dans cette indépendance-là, toi, c'est toi qui seras choisi comme notre représentant. Le représentant des Blancs dans le pays, c'est toi qu'on a choisi. Et ce sont eux qui ont amené les écoles, ils ont cartographié les gens, ainsi de suite. Et quand on te choisit comme ça, ils mettent dans la Constitution la possibilité de faire des élections. Créer ce qu'on appelle un parti politique pour faire des élections. Et donner l'impression aux populations que ce sont eux qui ont choisi leur frère comme président pour les diriger. Or, en dessous, celui qu'on a choisi, les partis dont je dis il y avait 11 chaînes là-dessus, là, les chaînes pour attacher. 11. On te dit, la première chaîne, c'est pas parce qu'on dit que vous êtes indépendant que tu vas faire ce que tu veux. C'est nous qui t'avons choisi. Et puis tu dois tout faire pour montrer que ce que nous avons fait à tes grands-parents, ce que nous avons fait à tes parents, ce qu'on fait à toi-même, tu dois avoir le courage. Tu as intérêt à avoir la lucidité
de dire que c'est bon. Et comme c'est bon, tu dois même nous payer pour ça. Attention. Là où nous, on est resté pour maîtriser tes parents, c'est ça qui sera le siège, le site de ta présidence. Et puis, on va construire à côté notre ambassade. Et comme on a les moyens, on va creuser une tunnel pour te rejoindre. Pour que si tu déconnes, ils passent en bas, ils viennent hier et puis ils les battent. Ouais, c'est tout. Donc, je dis, comme c'est nous qui avons construit le bâtiment là, ce n'est pas ton bâtiment, c'est un bâtiment français. Donc, tu as une location. Chaque mois, tu dois verser des choses au trésor français. Vous voyez? Et nos entreprises qui sont implantées sur le territoire là, attention, ce n'est pas chez toi qu'on doit payer les impôts. Les entreprises doivent quitter le Burkina, venir au trésor français, payer les impôts là-bas. Vous voyez? Première chaîne. Vous voyez comment on a enchaîné. Deuxième chaîne. On dit, nous on a créé le franc CFA. C'est bien franc des colonies françaises d'Afrique. Même s'ils ont tenté par Jean-Méry de changer le nom. C'est De Gaulle qui a signé le décret avec son ministre des colonies et son ministre de l'économie pour dire, voilà le franc CFA. C'est nous qui vous imposons ce franc. Gare à toi si tu changes de monnaie. Et ils font en sorte que les pays francophones qui sont en Afrique centrale, c'est le même franc CFA qui est franc des colonies françaises d'Afrique, mais qui est différent du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Tu quittes Ouagadougou avec 10 000 francs, tu arrives au Gabon ou en Centrafrique, ça s'appelle franc CFA, mais ça n'a pas la même valeur. Si tu n'as pas traduit ton franc CFA de Ouagadougou en franc CFA du Gabon, tu ne peux pas consommer. Vous voyez comment ils sont? Et ils t'interdisent. Et ils disent, les rencontres internationales où les pays se retrouvent pour parler de la monnaie, tu n'as pas ton mot à dire. De toute façon, ton argent n'est même pas connu là-bas. C'est moi qui m'en vais m'asseoir pendant ton nom. Et puis, après chaque chaîne expliquée, on demande à notre frère là, est-ce qu'il a bien compris? Voilà. S'il dit qu'il a bien compris, on passe à une autre chaîne. On lui rappelle pour dire, de toute façon, tu as vu l'ONU, non? Voilà, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est venue remplacer la Société des Nations Unies. Voilà. SDN. Tu as vu, non? Voilà. Comment on gère? C'est moi qui suis là-bas au Conseil de sécurité avec droit de veto. Or, la guerre est finie en 1945. On a dit à ceux qui ont vaincu, les alliés qui se sont battus et ils ont remporté la victoire, venez, on va s'asseoir pour analyser, voir comment il faut gérer la paix dans les différents pays. Les États-Unis vont s'asseoir. La Russie, l'Union soviétique à son temps va s'asseoir. L'Angleterre va s'asseoir. Oui, ce sont les alliés. Toi, France, tu as vaincu qui? Toi, si tu cours, allez t'asseoir. Toi, s'achever, on a dit un général ne court pas. Ton grand-père, général de Gaulle, a fui aller chez ses oncles en Angleterre. On est venu ramasser les Africains pour aller les sauver. Et on dit aux vainqueurs de venir s'asseoir. Comme ils savent que l'Afrique peut lever la voix, ils ont organisé rapidement un retour des Africains en Afrique. En faisant quoi? Ceux qui ont été blessés de guerre, mais ils sont un peu guéris, on les garde chez eux, parce que s'ils reviennent en Afrique et que leurs enfants voient, ça risque de créer des révoltes. Ceux qui ne sont pas blessés, où la blessure n'est pas grave, on les a mis dans les cargaisons. Tous les ports par lesquels il y a eu des transits pour les faire descendre, il y a eu des assassinats. Si on vous transporte, vous êtes 200, et qu'on constate que la quantité d'eau qui doit vous accompagner, la quantité de la nourriture qui doit vous accompagner n'est pas suffisante, on vous liquide. Et c'est ça, ils sont venus débarquer le reste à Charon, à Dakar. J'ai représenté le chef de l'État l'année dernière, au camp de Charon. Jusqu'à aujourd'hui, aucun noir ne peut dire avec exactitude combien de parents ont été massacrés. Des gens qui ont été déposés là-bas, comme ils n'ont pas leur prime, ils n'ont pas été payés avant de bouger, ils réclament leur prime, et ce qu'on leur a servi, c'est un carnage. Les tombes sont là-bas, on ne sait même pas combien d'abord de parents sont au camp de Charon. C'est ce qu'ils sont venus faire. Donc ils vont, ils s'asseyent, et puis maintenant, comme ils voient que les enfants
sont en train de se réveiller en Afrique et on peut demander des comptes, ils se précipitent, ils mettent dans leurs livres et pour faire enseigner que nos grands-parents, qu'ils sont venus prendre là, ne valaient rien. Ils ne représentaient rien. D'ailleurs, ils n'étaient même pas à droite. Voilà, c'est pourquoi nous sommes les alliés. On a dit les alliés qui se sont bien battus et qui ont eu la victoire. Toi, ton grand-père là, ne tirait pas juste, qu'il tirait ailleurs. Quand on dit l'ennemi à gauche, il tire à droite. Quand on dit l'ennemi est devant, il tire derrière. Donc, c'est quelqu'un qui tire ailleurs. Donc, c'est un tirailleur. Et nous aussi, ne comprenant rien, on prend ça dans les universités, dans le discours, tirailleurs sénégalais. Tirailleurs sénégalais. Il y a des images, comme ce sont eux qui faisaient des photos de guerre, qu'on ne voit pas, mais certaines images ont échappé. On a vu des gens au front où des blancs ont dû se cacher derrière des noirs. Même au Mali à côté ici, des exemples ont été donnés. Si nous, nos parents étaient des gens qui tiraient ailleurs, vous allez avoir la victoire. Viens t'arrêter à la porte, on n'a qu'à lui donner un arc et puis nous laisse voir s'il va te rater. Tire ailleurs où ça. Donc ce ne sont pas des tirailleurs. Donc quand je dis que si on gagne la souveraineté, des noms vont changer là, c'est en commençant par là. Parce que nos grands-parents et nos aïeux, on doit se battre pour que la souveraineté nous permette de les rebaptiser les guerriers sauveteurs de l'Europe. Ce sont eux qui sont battus et qui ont sauvé l'Europe. Et vous venez dire qu'ils n'étaient pas corrects. On doit les rebaptiser. Et quand j'ai dit même le teint noir, pour montrer comment ils sont mauvais, et regardez même après ça, ce qu'ils ont fait, c'est notre teint. Parce que noir là, c'est dans leur langue. Nous, on ne va pas refuser pour l'instant. On dit que nous sommes des noirs. Mais et vous allez remarquer que même la science, la production scientifique, dans les laboratoires là, tout est raciste. Pour montrer qu'on n'est rien comme les tirailleurs, nos grands-parents, qui sont baptisés. Si vous avez une radio, ouvrez-la voir à l'intérieur. Si vous rentrez dans les laboratoires et regardez les films, tout ce qui est rouge, tout ce qui est blanc, tout ce qui est jaune, va généralement sur le pôle positif. Et tout ce qui est noir va sur le pôle négatif. C'est nous qui sommes négatifs. Qui on dit c'est la science. Et quand on va maîtriser la science, quand on aura notre souveraineté, on va changer les bornes. Tout ce qui est rouge et jaune. Et même sans aller loin, même ceux qui ne partent pas au laboratoire, regardez, on dit, non, le noir, c'est quelqu'un, c'est le deuil, c'est le malheur. Donc si vous perdez un parent à la maison, il faut s'habiller en noir. Non, désormais s'il y a un décès, vous voulez vous habiller, habillez-vous en blanc. Blanchissez le deuil. Ça peut être facile. Je me m'amuse même à taquiner quelqu'un. Je dis quand vous voulez choisir votre premier responsable, là, tant que vous n'avez pas la solution, vous dites que la fumée blanche n'est pas dans quoi sortir. Ah bon, c'est la fumée noire qui sort là qui est mauvaise. On se voit venir, il faut faire attention. Donc ça veut dire qu'on aura la souveraineté, mais on va changer. On va changer. Pour qu'est-ce qui nous empêche de dire, on peut même dire, voilà les originaux humains. Vous êtes des photocopies, nous on est des originaux. Puisqu'on dit nous sommes le berceau de l'humanité. C'est pas nous que vous avez livré. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous voyez ce qu'ils ont fait. Saccager nos valeurs. Donc ça, premièrement, ils disent, ce qu'ils ont fait à tes parents, c'est bien. La première chaîne. La deuxième chaîne, France CFA là, je ne dois pas changer. La troisième chaîne, ils disent, nous on est à Waïbia. Quelqu'un vient de me donner une pierre rien qu'avant-hier. La pierre, c'est une pierre magmatique, ultra basique. Ça, ce sont des termes géologiques. Mais quand tu regardes à l'intérieur, ce sont ces pierres qu'on exploite pour la fabrication des disques durs, des fils électroniques, des avions, des écrans, des téléphones. Il y a ça dans la zone de YUS. Mais ça ne vous appartient pas. Vous imaginez? Donc, quand ils font ça, c'est une façon de dire qu'ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles. Donc, tout ce qu'on a là, si ces pièces sont cartographiées, ce n'est pas pour nous. Le troisième accord, ils disent, tout ce qu'on va trouver, que ce soit de l'or, du pétrole, du diamant, c'est pour eux. C'est pour eux, ça leur appartient. Troisième chaîne. Quatrième chaîne, ils disent, vos militaires, là, ils ne doivent pas se former ailleurs. Ils doivent se former chez nous. Et même si vous voulez de l'armement, pour payer de l'armement là,
Vous ne pouvez pas payer ailleurs. Vous payez chez vous. 5e chaîne, vous ne pouvez pas faire une coopération avec un autre pays si ce n'est pas la France. Car à toi, si on te voit en partenariat avec un autre pays, tu dois coopérer rien qu'avec la France. 6e chaîne, si la France provoque une autre puissance, telle qu'ils sont en train de provoquer la Russie, si la Russie la gifle, elle doit courir venir prélever des jeunes Africains pour aller la défendre. De la même façon qu'ils ont pilonné nos grands-parents, ainsi de suite là. Voilà, il faut envoyer pour aller la défendre. 6e chaîne, si on doit contrôler une route qui doit quitter Ouaïbia pour atteindre Ouagadougou, tu ne peux pas aller recruter une entreprise. Non, c'est eux d'abord leur entreprise. Si l'entreprise vient regarder, et puis il n'y a pas beaucoup de bénéfices, et puis elle ne veut pas, tu as la possibilité maintenant d'appeler une autre entreprise. Sinon, c'est leur entreprise d'abord. Donc, vous voyez, on a fait des chaînes comme ça jusqu'à 11. On dit à celui qui nous ressemble, qu'on appelle notre frère, qu'ils ont choisi chez eux, et ils ont fait une mascarade pour dire que c'est lui le président là, on lui glisse ça. On dit, gare à toi si tu sautes une seule virgule. Gare à toi. Pour montrer que tu ne dois pas sauter une seule virgule, ils envoient ce qu'ils vont appeler des coopérants militaires. Et ces coopérants militaires, ils sont assis dans nos garnisons, gendarmerie, militaire, police, eaux et forêt, douane, GSP. Chaque fois qu'il y a des réunions internes, pour réfléchir comment il faut orienter, s'organiser, recruter, acheter du matériel, ils sont assis. De toute façon, si vous finissez de réfléchir là, ce n'est pas à vous de prendre la décision. Hein. Vous remettez vos propositions, moi je prends, ils sont là, les oreilles rouges. Ils vont appeler maintenant leur père ou leur frère de l'autre côté, qui un jour, s'ils prennent le Nescafé le matin et qu'il est content, vont lui dire bon, que le Burkina Faso avait envoyé un rapport là, ils ont besoin de 3-4 PA, et puis ils vont aller ouvrir les caisses des armements qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale là, et puis on regarde, on enlève 4-5, et puis ils mobilisent toute la presse, et puis on dit on donne à votre président, et puis on filme, pour dire oui, il y a une dotation en armement qui est venue pour nos RDS. Et puis ils prennent un avion qui roulait mal depuis 1919, transportent ça, ils viennent, ils posent. Et puis on filme, peut-être ils changent seulement la peinture. Et puis on fait les communiqués, ça parle partout dans les radios. Pour dire, ah ouais, même, on a même eu des avions de guerre. Et puis on associe à cet avion-là des radios, des baffes. Vous pouvez danser, pas de problème. Voilà. Vous imaginez? Voilà. Et puis on dit, gare à toi si tu vas acheter ailleurs. Quand tu regardes même l'avion posé, même moustique, ça ne peut pas chasser. Quand tu dis, tu es venu donner un avion de guerre. Donc vous voyez ce qu'ils font. Donc on nous maintient comme ça et puis on tire. Et puis on dit à notre frère là, ces accords-là, tu dois respecter. Hein. Voilà. Et puis, mais de toute façon, on a créé une loi. La loi là, si on continue de dire code noir, c'est pas bon. On va maintenant l'appeler constitution. Et il faut comprendre que la constitution, c'est la loi mère. C'est la mère des lois dans la hiérarchie des normes. Quand on prend toutes les lois au niveau national, c'est elle qui est la première. Puis on met à l'intérieur. Voilà, ce qu'ils veulent. Et puis on te fait réunir d'autres frères en parlement, ouais, votre parlement, à analyser la loi. Et puis après, ils prennent, ils mettent les buts qu'ils veulent, et puis ils renvoient. Et puis on dit au parlement, le parlement a voté. Et à l'intérieur, ils disent, bon, vous pouvez organiser des élections. Bon, c'est 2 mandats. Voilà, un mandat renouvelable une fois. Et puis, bon, voilà. Et puis, mais on t'appelle, on dit, mais tu te calmes. Renouvelable une fois là. Ça, c'est un mot qu'on a mis. Ça, c'est pour tromper. Voilà. Toi, tu gères nos affaires. C'est toi qui es notre représentant. Non, pour toi, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de fin. Voilà. 2 peut devenir 3, 3 peut devenir 4, 4 peut devenir 5, 5 peut devenir indéfini. De toute façon, c'est nous qui faisons en sorte que tu sois élu. Si les gens font mal le comptage, et puis on vient dire que ce n'est pas toi qui as gagné, nous, l'accord 7 permet de déployer l'armée pour te défendre. Déploie leur armée, on va tuer 1000, 2000, 3000, ce n'est pas leur problème. C'est toi qui seras installé. Et on te rassure, même si tu veux, même après ta mort, et ils peuvent garder le fauteuil en ton nom. C'est ton nom qui est toujours cité comme président. Puis maintenant, ils évoluent.
Maintenant, c'est à partir de 84-85 ans, ils constatent que vraiment c'est grave. Tu as commencé à péter les neurones. On t'enlève en préparant un autre morceau pour mettre à ta place. Et puis, ils vont chez eux. Quand on t'enlève là, on ne te laisse pas ici parce que tu peux perdre les fils de mémoire et puis raconter des choses que tu ne dois pas raconter. Il faut qu'ils t'amènent dans une de leurs villas, chez eux. Et puis maintenant, ils vont aller tailler des demoiselles de 15 ans, 20 ans. On vient, on donne au vieux qui est en train de mourir. Lui aussi, il croit qu'il est jeune. Donc, vous voyez ce que c'est? Donc, on l'entretient comme ça. Et tout ça, ce sont des promesses qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Donc, dès lors que tu es élu, tu n'es pas encore président. Hein? Tu viens chez eux, t'amènes dans leur chambre de leur grand-père. Voilà, des croix, des couteaux, des décoctions bizarres que tu n'as jamais vues. Ils vont mettre des chants que tu n'as jamais écoutés. Quand ils viennent dire que nos grands aïeux, nos coutumes ne sont rien là, voilà ce qu'ils font chez eux. Des épées à des longueurs indéterminées. On va plonger des échappes dans des eaux bizarres et puis mettre sur ton cou. Et puis on te donne même un nom. On te dit c'est ton nom de guerrier, parti d'aujourd'hui. Là maintenant, quand tu te lèves, on dit bon, maintenant tu peux repartir. Or, au moment où tu partais, les bassolements, chacun a applaudi. Notre président va en voyage. La présidente me fait un communiqué. Notre président va en voyage. Voilà. Avant de te dire au revoir, on te glisse une autre liste. Le premier ministre, c'est lui. Le ministre de la Défense, c'est lui. La sécurité, voilà le nom. Affaires étrangères, voilà le nom. Économie et finance, voilà le nom. Le reste des portefeuilles ministériels, en fonction de votre nombre d'ethnies, de groupes sociaux, des religions, donc il faut aller faire un petit mélange pour donner l'impression aux gens que chacun a son parent qui est dans le gouvernement. Et on lui dit, attention, après avoir composé le gouvernement, tu nous renvoies pour qu'on vérifie. Voici ce qu'on t'a dit. Et le jour de la rencontre, qu'on appelle conseil des ministres, ce n'est pas vous qui choisissez le jour, c'est nous. Vous vous réunissez chaque fois, tel jour. Avant de vous réunir, les points sur lesquels vous devez discuter là, ce sont les points que nous on a validés. Ne changez pas, hein. Si on n'a pas eu le temps de valider un point en notre faveur, vous ne l'analysez pas en conseil des ministres. Donc quand vous finissez le conseil des ministres, vous communiquez le rapport. Il regarde et dit oui, c'est bon. Faites maintenant un communiqué dans votre journal officiel. Ils ont choisi la défense parce que si les chaînes, les grandes chaînes, si tu t'amuses, ils ont un nombre de défense. Ils changent rapidement, provoquent un coup d'état, t'enlèvent. Et si même on te laisse en vie, tu vas raconter des choses en tabac. Et puis on met quelqu'un d'autre, en attendant de trouver un morceau, c'est dit le remettre. Voilà. On a mis affaires étrangères parce que tu es l'une des affaires étrangères, mais tu n'es pas libre dans tes propos. Hein. Ce que tu vas aller dire là, c'est ce que nous on a dit d'aller dire. Parle pas au hasard. Le ministre de l'économie et des finances s'est toujours fait le point annuel des réserves du pays. Trésor, or, tout ça là. Pour chaque fois déposer des rapports. Voilà. Et le Premier ministre, lui, il est le chef d'orchestre qu'ils utilisent pour les autres là, bon, pour mélanger comme vous voulez. Et puis maintenant, on fait les élections. Effectivement, l'intéressé est là. Donc vous voyez comment au niveau politique, ils nous ont cadenassés. Et dans le même contenu politique, dans la Constitution, on vous dit votre société là, voltaïque là, burkinabé là, c'est très bien organisé. Il faut saccager. Vous voyez quand on est venu là, on a saccagé non? Les chefs qui représentent les communautés là, il faut aller les mélanger. Les ministres qu'on vous a fait nommer là, ils sont de ton parti politique. Il faut les envoyer en mission. Quand le ministre descend dans le village, il va y voir le chef. Quand il voit que le chef c'est quelqu'un qui est très correct, quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, on lui dit mais le problème est où? Va chercher un chapeau au marché et puis une canne. Tu cherches quelqu'un qui ne s'entend pas avec le chef dans un autre quartier, tu mets un autre chef. Voilà. Donc on saccage comme ça nos coutumes. Tu trouves dans les villages 2 chefs, 3 chefs, 4 chefs, on ne sait pas qui répond de quoi. C'est à ce niveau-là que je dis que les ancêtres aussi défendent. Quand quelqu'un porte un chapeau parlant en votre nom, et il est mal propre là, il faut taper. Pas le lever. Je ne peux pas venir parce que quelqu'un a de l'argent, il vient installer un chef, lui il parle au nom de qui? Justement, ils ont saccagé notre société jusqu'à ce niveau. Et ils rentrent à l'intérieur, ils disent non, à cause des maladies, de quoi là, si vous devez manger, ne mangez plus ensemble. Voilà. Tout ce qui est fraternel là, il faut casser. Non, à partir d'aujourd'hui, pour montrer que tu as été à l'école, tu nous ressembles. Voilà, il y a les cuillères, il y a les fourchettes, voilà, il y a les assiettes.
Voilà, et puis chacun enlève les met de son côté, il se met dans son coin. Voilà. Et on évolue même jusqu'à dire, si un frère tombe chez toi comme ça, il ne t'a pas prévenu, ce qui a été préparé là. Non, sa part n'est pas prévue. Vous imaginez comment on nous a saccagé? Or, dans nos structurations sociales, c'était tellement fait, de sorte que les gens s'asseyent en tranche d'âge. Le plus jeune attrape le plat. Les mains voyagent et reviennent. Donc, de ce point de vue, c'est une forme de chaleur sociale que vous créez les uns entre les autres qu'on ne peut pas détruire. Regarde là où on nous a amenés. Donc, culturellement, on met tant de chefs, comportement social, on saccage tout. Et même en saccageant tout, on ne fait pas attention. Nous aussi, dans le comportement, parce qu'on a été à l'école, on va dans le décor. Et puis on meurt. Parce que le décor, là, ça se fait cache la nature. Là. La nature que vous voyez, ce n'est pas du désordre. Parce que moi, j'ai été à l'école, je suis bien habillé, j'arrive au village, gonflé. Même le papa qui était là, correct, qui parle au nom des communautés, il n'est plus respecté en tant que tel. On dit réunion de famille, le papa vient, le plus âgé vient, il est assis par terre. Toi, tu viens parce que c'est toi qui es le plus jeune, bien habillé. On prend une chaise, on dit, bon, non, c'est ta place. Toi aussi, idiot que tu es, là, ce que tu as apporté là, on peut laver. Mais la malédiction ne se lave pas. On peut lui dire que tu t'assois. Le vieux est assis par terre. Il regarde. La mort qui est à côté là-bas envoie un de ses disciples. Ils sont réunis. Va prélever un. Si tu arrives le plus âgé là, c'est celui qui est sur la chaise. Sinon, c'est les personnes âgées qui s'attestent sur la chaise. On dit, c'est pas jeune qui est assis, on te prend. Et après, on dit, c'est les jeunes qui meurent. Hein, les jeunes ne meurent pas. Le jeune n'est pas mort, il s'est tué. Il s'est assis là où il va s'asseoir. Et vous les voyez assis comme ça, même quand on quitte la ville, on part, ils nous regardent dans notre façon de se comporter. Oui, le mouchoir est dans la main gauche. Dès lors qu'on finit de saluer, la main a déjà été essuyée. Vous croyez qu'il ne vous voit pas? Il regarde votre comportement. C'est ce qui fait aussi que quand il part là, c'est tout un vide qu'il laisse. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un pour remplacer. Pour remplacer une personne âgée de cette valeur, il faut être quelqu'un de très bien éduqué, très posé, très humble, quelqu'un qui se retient. Mais on est dans une société où, moindre chose, on tape la poitrine, est-ce que tu sais qui je suis? Tu vas aller le trouver au village, il est à peine habillé. Même la culotte souvent s'est percée par derrière. Les intimités sont dehors. Mais personne ne va broncher ou rire de quoi que ce soit. Mais malgré tout, si tu viens avec ta sacoche d'argent, si tu vas dans le décor, il va te le dire. Si tu veux, il faut te faire foutre avec ton argent. Dans son état là, badine pas avec. En ce moment, le propos de nos personnes âgées, ce sont des serments qui lancent. Tu vas aller même le trouver assis au village, tu es venu pour un produit, tu lui demandes ta façon de venir là, avant même que tu ne viennes à 50 mètres là. Il a fini avec toi. Tu as dit, il dit que ce n'est pas lui. Il n'a pas ce que tu demandes là. Même s'il veut te donner, tu es venu, non? Il s'est préparé, il est assis. Il va mener la causerie pendant 1 heure, 2 heures. Il tourne autour. C'est pour te regarder ta patience. Tu veux le saluer parce que toi tu as des cours, il dit non, l'eau n'est pas encore venue. Tu vas boire l'eau, puis il va discuter d'autres sujets. Si tu es pressé, il va commencer à regarder ta mine. Donc tu n'as pas de retenue. Si tu n'as pas de retenue, il va finir par te dire, bon, je t'avais appelé pour telle chose, mais c'est bon, c'est pas la peine. C'est ce qui fait, vous le voyez, quand la mort s'approche, c'est une naissance. Dans le temps, moi j'ai connu des parents, même 72 heures avant leur décès, ils appellent toute la famille. Là. Ils disent que quand je vais partir, c'est ce qu'il faut creuser. Voilà ce qu'il faut faire. Il n'a rien, il est assis comme ça, il pose. Vous allez vous lever 2 jours, 3 jours après, que le vieux a eu froid, il est parti. Vous voyez? Donc c'est pas du n'importe quoi, c'est pas une société de désordre. Mais politiquement là, tout a été saccagé. Ils viennent au niveau sécuritaire, ils ont saccagé. Puis ce sont eux qui sont assis, qui disent qu'il ne faut pas recruter si ils n'ont pas donné l'ordre. Il ne faut pas acheter du matériel si ce n'est pas chez eux. Il ne faut pas faire former quelqu'un si ce n'est pas chez eux. Et regardez, les États-Unis ont vendu des avions de guerre à l'Ukraine et à l'Europe, dans le cadre de la guerre en Ukraine.
des avions qui, chaque 6 mois, il faut que les Américains viennent changer la carte mémoire. Sinon, ça ne va pas. Donc, si vous continuez, vous prenez, vous mettez dans la main de quelqu'un pour aller faire des choses comme ça, vous êtes foutu. Tu peux t'attaquer à tout moment s'il sait que tu ne peux rien faire. Au plan sécurité, voilà ce qu'on nous a fait. Au plan économique, ils ont aussi fait des études géologiques, des prospections géologiques depuis des années. Et ils ont les vrais résultats. Cadenassé posé. Si vous tapez sur vos portables, vous allez trouver que leur Assemblée nationale française a pris une loi le 10 janvier 1957. Si vous tapez sur le portable, vous allez voir la loi numéro 1957-27 du 10 janvier 1957. Ça y est, là. Et cette loi-là permet de créer, c'est un autre pays qu'ils avaient voulu créer. Mais comme c'était trop gros, ils ont mis le nom Organisation commune des régions sahariennes. Ouais, il y a la région, tout ça, ça fait partie. Ils ont pris une partie du Mali, une partie de la Mauritanie, une partie du Niger, une partie du Burkina, en commençant par là jusqu'à Kaya. Et ils ont appelé ça l'Organisation commune des régions sahariennes. Parce qu'ils donnent le nom d'un pays, ça sera trop gros. Pourquoi? Ils l'ont fait parce que la zone ici, là, c'est un scandale géologique. C'est un scandale géologique. Je vais parler de la pierre que je viens de recevoir. Tout n'est pas encore déterminé. Mais il le faut ici parce qu'ils savent, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec la pollution qui avance, on va avoir des problèmes d'eau qu'on voit. Or, ils ont détecté une nappe qui contient de l'eau dans le sous-sol du nord ici. Une nappe qui quitte la Mauritanie. L'embranchement va au Mali, un embranchement va au Niger. Ça traverse le Burkina, ça va jusqu'en Égypte. Et cette nappe-là, si on creuse, même si on ferme tous les robinets du monde, et c'est ça qu'on va puiser là, ça peut nourrir le monde entier pendant un siècle. Vous imaginez ce qu'ils ont. Ils avaient dit qu'on n'a pas de diamant. Le sol n'a pas de diamant. Vous regardez la zone de Bankora, c'est également la même constitution géologique. Ils sont des roches basiques que la zone de Tortia en Côte d'Ivoire. Et l'indicateur qui permet de dire qu'il y a du diamant ici, cette roche, on appelle ça le kimberlite. Quand vous avez du kimberlite, ça veut dire que vous avez la possibilité de chercher, trouver de l'or. Mais esclaves, je n'ai pas dit de sortir, j'ai commencé à trouver tout au long. Donc vous imaginez comment on peut avoir ça à Bankora, dans la zone de Bankora, et vous dites qu'il n'y a pas de diamant au Burkina. C'est en 2011, j'ai quitté Johannesburg, j'ai fait escale à Addis Abeba. Au moment où on était alignés pour faire le contrôle des passeports, il y a un blanc qui était derrière moi. Et puis on a échangé, il dit, bon, lui il part au Burkina. Il est en bord, que lui il part à l'hôtel Indépendance, c'est là-bas qu'il loge. Qu'ils ont pris un permis de prospection diamantifère. Il dit en bord. Il dit dans quelle zone? Il dit à Bankora. J'ai bouffé de lui, il dit pourquoi je ris? Il dit, tes grands-parents ont dit qu'on n'a rien. Il dit, ses grands-parents, c'est qui? Il dit, quand on va aller au Burkina, je peux te donner un rendez-vous et te faire sortir les lignes. Maintenant, vous savez qu'il y a des diamants. Voilà. Donc, la conquête de la souveraineté, là, c'est de leur dire, au permis, là, ça n'existe plus. Nous aussi, on a des géologues, on va exploiter notre diamant. Quand on sait ça. Donc, l'or, ça fait combien de lignes? Diamant, c'est en train de venir. Pétrole, ils ont dit qu'on n'en a pas. J'ai dit, c'est pas vrai. On peut avoir du pétrole au Niger, des traces au Mali, même caractéristiques géologiques. Et au Burkina, il n'y en a pas. En 2024, quelqu'un a envoyé un message sur mon WhatsApp. Vous dites que dans le village, quand ils creusent là, 3 mètres, 4 mètres, ils ne peuvent même plus boire l'eau du puits. Quand ils mettent, c'est l'odeur du pétrole. Il y en a. L'uranium, donc, de ce point de vue, c'est un scandale géologique. Et au plan politique, économique, donc, on nous a cadenassés comme ça pour pouvoir réserver et venir exploiter quand ils vont vouloir. Et au niveau sécuritaire également, pareil. Au niveau culturel, on vient, on nous dit que ce que les grands-parents nous faisaient là, ils ont d'abord trouvé un terme pour qu'on diabolise tout. Non, c'est ils font des wags, c'est diabolique, c'est satanique. Je dis, d'accord. En Angleterre, chez vous, les Anglais, quand on prend une échelle comme ça, on met contre un mur,
on dit de passer en bas. Vous refusez de passer là. Pourquoi vous refusez de passer? C'est parce que c'est culturel chez vous, n'est-ce pas? D'accord. C'est vous qui avez dit que vous savez construire, vous avez commencé à construire des hôtels, c'est ça? Pourquoi la chambre numéro 13 là n'a jamais existé dans la nouvelle? Ah, chez vous là. Prenez votre avion, allez dans un hôtel, demandez la chambre 13. Pourquoi vous ne mettez pas? Troisième exemple. Votre reine, Elisabeth II, quand elle est décédée là, c'est dans un stade, les gens ont fait toutes les prières. À la fin, vous avez dit quoi? Que l'enterrement va se faire dans l'intimité familiale. Et quand vous partez dans l'intimité familiale, qu'est-ce que vous accompagnez? Ce n'était pas un gros bouc que vous avez bien paré pour vous accompagner. Vous êtes rentré, vous êtes ressorti, mais le bouc n'est pas ressorti. Il est resté où? Il dit votre premier ministre, quand vous avez nommé, avant même de rentrer, la première fois d'arriver devant son bureau, avant de rentrer, il a posé des bougies avec d'autres produits. Il est resté là-dessus pendant 30 minutes. Marmonner des mots avant de rentrer au bureau. On appelle ça quoi? Depuis quand une photocopie vient montrer à l'original, qu'est-ce que tu fais là? Quand le papa se lève, le grand-père se lève, le chef se lève, il dit, va me cueillir sur tel arbre, telle feuille à telle heure. Ou si tu dois prélever l'écorce de l'arbre, prélève ce qui est orienté à telle heure vers le coucher du soleil. Ou bien vers le lever du soleil à telle heure. Si tu dois prélever la racine, il faut aller autour de 22h, 23h. Vous allez dire qu'un gars comme ça n'est pas un scientifique? Parce qu'il sait très bien que l'arbre est alimenté par sa sève, c'est son sang comme ça. Et il sait très bien que la sève, en fonction de la position des rayonnements solaires, la composition change. Et ça, à telle étape et telle étape, il y a tel produit dans la feuille, dans l'écorce, dans la racine. Ça veut dire que dès lors que vous dites que ne valez rien culturellement, vous-même en tant que structure, vous ne devez pas exister. Puisque c'est par leur science qu'ils ont mis au fur et à mesure au monde, et vous, vos parents ont survécu, ils sont partis dans les lieux où il y a moins de rayonnement solaire, vous êtes devenus comme ça. Vous voulez venir tromper qui? Voilà. Mais ils sont venus dire, bon, tout ce que vous avez là, mettez au feu. Ce n'est rien, il faut brûler. On voit des jeunes qui ramassent, qui brûlent, il faut même plus de 2 mois après, ils meurent. Quand même un problème. Donc, vous voyez comment on nous a désorientés culturellement. Et même dans ça, on vient même, on touche à nos intellectuels pour faire mentir la jeune génération, les pépinières, saccager le contenu intellectuel. Pour montrer qu'on n'est rien, regardez, si vous fouillez dans les documents historiques en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé un Richard dont sa richesse a atteint celle de notre aïeux Mansa Aboubakari du Mali. Il n'y en a pas. Et c'est lui, avec ses richesses et dans ses déplacements à travers le monde, celui qui a été pour la première fois découvrir l'espace qu'on appelle États-Unis en 1312. Christophe Colomb a été là-bas 180 ans après, à savoir 1492. Comment quelqu'un découvre les États-Unis en 1312 et 2 siècles en gros après, un autre individu part, et puis vous écrivez dans les livres là, que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique. Et puis nous aussi on dit on enseigne ça aux enfants. Quand un enfant dit comme ça, Bassouma en tant qu'enseignant là, donne faim. Oh, il a menti. Qu'est-ce que ça c'est sérieux? On dit droits humains là, on ne connaît pas droits humains, on n'est pas organisé ici. Tapez sur les portails. Maître de cérémonie vient de le dire. La charte de Kouroukan-Fouga, 1236. Une charte prise en 1236. Quand vous regardez tout le contenu là, la société est correctement articulée. Du mariage jusqu'à la séparation. Comment il faut gérer la bouche. Comment il faut gérer les réunions familiales. Comment il faut gérer les contentieux. Et même dans cette charte, il est dit, quel que soit ce qu'une femme t'ait fait, tu ne peux pas lui porter la main si tu n'en as jamais parlé au préalable à son mari. Dans la même charte, il est dit, tu ne peux pas chasser ni ta femme, ni ton enfant, rentrer chez un voisin. Dès lors qu'un, 2 cours, il rentre, tu pourchasses quelqu'un, il rentre chez un voisin, c'est ta limite, quel que soit ce qu'ils aient fait. Et dans la même charte, il est dit, personne n'a le droit sur un enfant, l'enfant est un bien communautaire.
Celui qui le trouve dehors dans le décor, il le corrige correctement. Et l'enfant a même intérêt à prier que ses parents ne sachent pas qu'il a déconné dehors parce qu'il y aura deuxième correction. On vient nous dire oui, tout ça là, non, c'est des punitions, là, il faut cajoler, il ne faut pas faire ceci. On a vu en Espagne, ça ne vaut pas 6 mois. Ils ont creusé dans une école un grand trou où les peines sont partis ramasser la terre, venir y mettre, mélanger avec l'eau, pour que les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans là, on vient, on les jette dans la boue, pour qu'ils goûtent la terre parce qu'ils constatent que les enfants ont commencé à être fragilisés. Nous, on a rampé, on a bonté. On sait que les contre les livres, on a bonté. Vous voulez vous comparer à nous? Nous, les jeunes qui sont en train de là, vous rattrapez. Donc, vous voyez, on dit qu'on n'est pas organisé. Et puis, rapidement, le 26 août 1789, il vient voir Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et le 10 décembre 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire nous, on a oublié totalement ce que nous avons été. Or, dans notre charte, il a été clairement dit, si toi et ta femme ne s'entendent pas, quand la famille constate que ça ne va pas du tout, et que c'est la séparation qui est la solution, on ne fait pas la séparation en plein village ou en pleine ville. C'est combien d'heures? C'est à la limite, à la frontière de la localité que ça se fait. On ne fait pas une séparation familiale en pleine ville. Mais voilà, on est assis, palais de justice en pleine ville. Chaque jour, point, séparation. Chaque jour, point, séparation. On veut être en paix. Et même culturellement, on te dit non, les noms là, ce ne sont pas des bons noms, il faut changer. À Wayuguya, tes parents ont bien regardé, on a donné le nom Tenga. C'est pourquoi on a dit Tenga. Ça n'a pas été balancé au hasard. Ils ont fait des couches, ils ont vérifié, ils ont dit à quoi ta tête répond. Et puis on t'a donné le nom. Tu arrives en dit, tu dis, moi, Tanga là, comme c'est, moi, ça me dérange. Je vais prendre Colline. Colline et puis Tanga là, c'est pas la même chose. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on ne donne pas un nom au hasard. Quand on dit que la femme a accouché, on entend les vagissements du bébé là. C'est le premier responsable de la famille qui est informé pour dire que telle dame vient d'accoucher. Si c'est un garçon, il se lève, il attrape sa pintade et il va au nom des ancêtres. C'est avec cette pintade qu'on fait la première sauce potacée de la femme. Et il rentre, il s'adresse aux ancêtres. Et il donne à l'enfant un nom proverbial. Pourquoi c'est le premier responsable de la famille? Parce que ce nom-là ne se donne pas par déroute. Ça ne se donne pas par colère. Ça ne se donne pas par vengeance. Ça ne se donne pas par injure. Sinon, vous envoyez immédiatement l'enfant dans son décor vital. Donc, donner le nom à quelqu'un, c'est appeler des forces insoupçonnées sur la personne. Ça ne se donne pas au hasard. Donc, je ne trouve pas ma copine, on se retrouve, voilà, oui, macaroni, oui, bon, mariage, et puis bon, rapidement, on a un enfant, on prend un calendrier, on pose, paf. Puis on dit, oui, il s'appelle Papou. Tu sais ce qu'il y a dans Papou? Après, l'enfant, on ne peut même plus le maîtriser. Des étrangers viennent, c'est lui qui monte partout, au lieu même de le corriger. Tu vas voir la femme aussi, elle va s'asseoir là. Papi, j'ai été frappé. Non, ça c'est quoi ça? Et l'enfant se corrige. Et même culturellement, regardez ce qu'on nous a fait. Même la façon de parler. Même la façon de parler. On nous a eu. Dieu nous a tout donné. Correctement, structurellement. Donner des narines qui s'ouvrent bien, qui captent bien l'air. Quelqu'un est parti dans le froid, s'est pincé ici. Il n'arrive pas à bien respirer. Et puis quand il veut parler, il veut s'évanouir. Et puis toi aussi tu viens, avec toi tu respires bien. Tu fais ça. Tu vas comprendre? Et puis on croit que c'est ça qui est bon. Donc vous voyez comment on a été décapé. C'est ce qui fait que la nature faisant, Dieu faisant, priant les membres, on s'est retrouvé dans un environnement où après ce saccage pendant des années, on a eu des changements dans les 3 pays. Et les 3 chefs d'État se sont donc retrouvés à Bamako au Mali. Et ils ont apprécié la charte du dictateur Burma. Et c'est à travers l'appréciation de la charte qu'ils ont trouvé qu'il faut mettre en place, le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel. Et le 6 juillet 2024, à Niamey,
au Niger, ils sont passés de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel. Quand je dis ils sont passés, ça ne veut pas dire que quand on dit Confédération des États du Sahel, on ne peut pas dire AES. Non, parce qu'on a constaté, l'AES est un mot plus simple dont les masses, les peuples se sont déjà appropriés. C'est plus facile à prononcer. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait que le deuxième nom porte toujours la charge du processus, du départ, dont on dit Confédération des États du Sahel, entre parenthèses, AES. C'est pour pouvoir porter l'historicité de la charte du début sur l'actuel. Et c'est justement le traité du 6 juillet 2024 et le règlement intérieur qui stipule que la rencontre des trois chefs d'État, Mali, Niger, Burkina, est appelée le collège, qui constitue ce qu'on appelle le collège des chefs d'État. Et après le collège des chefs d'État, il y a le conseil de ministres confédéral. Et en dessous, nous avons la session parlementaire confédérale. Et ce sont ces mêmes textes qui disent que dans chaque pays, pour coordonner, pour suivre et rendre compte la mise en œuvre des décisions qui sont prises, chaque pays va créer une commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Ça veut dire au Niger, il y a une confédération, il y a une commission. Au Mali, il y a une commission. Au Burkina, il y a une commission. Et le même traité dit que, étant donné que nous sommes trois pays et on veut travailler ensemble, pour l'instant, tirant les leçons de l'histoire, on ne va pas aller précipitamment vers une fédération. On va permettre à chaque pays pour l'instant de garder sa souveraineté, mais il y a trois piliers essentiels sur lesquels on peut commencer à travailler ensemble d'abord. Et ces trois piliers, c'est la défense et la sécurité. Deuxième pilier, c'est la diplomatie. Troisième pilier, c'est le développement. Donc, quand la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel au Burkina a été créée, l'article 4 du décret qui a créé la Commission rappelle ces trois piliers. Et à l'article 3, il est dit que la Commission a 8 missions. La première mission, c'est de veiller, suivre la mise en œuvre des décisions et orientations prises par les chefs du collège des chefs d'État. Le deuxième élément, mission, il faut avoir un programme d'activité que vous allez mettre en œuvre annuellement, un programme d'activité qui va être validé par le chef d'État. Ça va. Le troisième élément, vous devriez, la commission doit travailler de concertation avec les deux autres commissions des deux autres pays. Quatrième élément, la commission doit en lien avec les structures du pays qui communiquent, ça veut dire qui ont la télé, la radio et autres, et également les structures des autres pays, avoir un plan de communication pour diffuser les décisions qui sont prises par les chefs d'État, etc. Et le dernier élément, c'est de dire toute autre mission que les chefs d'État ou le chef de l'État va vous confier à exécuter. Donc vous voyez que la commission ne peut pas s'inventer des missions. Mais justement, la 7e mission, avant la 8e, il est dit que la commission nationale doit aller auprès des populations, auprès des communautés, pour expliquer les décisions qui sont prises par les chefs d'État, d'où nous sommes venus, où nous sommes et où est-ce qu'on peut aller. Parce qu'une chose est de dire aux populations, accompagnez-nous. Mais avant de dire de vous accompagner, va dire aux populations, qu'est-ce qu'on t'a confié comme charge et quelle est la voie que tu as emprunte, afin qu'elles puissent avoir une lecture correcte. Si possible, faire des propositions. Si possible, donner des conseils. C'est en ce moment que la personne, en toute conscience, peut véritablement t'accompagner. Tu ne peux pas porter une charge et tu dis à quelqu'un, suivez-moi, tu vas où? Et tu as apporté quoi? On ne suit pas au hasard.
Si tu veux être suivi, si tu veux être accompagné, c'est à toi d'expliquer. On m'a donné une charge, voilà le contenu, voilà la voie. Là où on m'a dit d'aller, la personne maintenant est habilitée à t'accompagner. Donc, ça veut dire que notre présence dans les régions, notamment aujourd'hui devant vous, c'est la septième mission que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui est d'apporter de l'information au niveau des populations, au niveau des communautés, expliquer ce qui est envisagé et voir comment des propositions peuvent être faites. Dans la mesure où la sixième mission dit que vous devez faire une étude prospective de comment il faut aller vers la fédération. Et faire des propositions également, ça c'est la cinquième mission, comment il faut renforcer la confédération. Mais si tu veux des bons conseils pour renforcer la confédération, il n'y a rien de tel que d'aller expliquer aux populations et puis écouter et venir rendre compte. Mais justement, dans tout ça, quand on avance, il y a des gens qui font toujours, ils vont toujours vous titiller. Ça, c'est pour savoir ce que vous pensez, ou bien donner l'impression que rien n'est fait. Depuis on parle là, rien n'est fait. Non, vous ne devez pas vous laisser abuser dans la mesure où, si vous suivez correctement en janvier, le collège des chefs d'État s'est retrouvé et ils ont pris la décision de dire que si on veut un développement harmonieux, il faut désenclaver nos capitales. Donc le premier projet sera un projet autoroutier qui va quitter Bamako, région Ouagadougou, quitter Ouagadougou, région Niamey, et quitter Niamey, région Bamako. Premier projet. Deuxième projet, c'est un projet ferroviaire qui va rejoindre non seulement les trois capitales, mais qui va relier Lomé à Kaya. Troisième projet, comme on veut être maître de nos ressources, il y a la mise en place d'une banque confédérale d'investissement. Et l'autre élément, c'est de dire, comme la communication est très importante pour permettre aux populations de comprendre, il faut créer des organes de communication de l'AES, à savoir un organe écrit, un journal, une télévision, et puis aussi une radio sera mise en place. L'autre élément, c'est de dire, comme nous sommes dans une période d'insécurité, il faut avoir une force commune. Et c'est cette force commune-là qui vient d'être validée, composée par un certain nombre de militaires, gendarmes, policiers, et qui est basée actuellement au Niger. On peut vouloir demander, quand les gens viennent rapidement, oui, on demande, oui, bon, où est-ce que vous en êtes avec la force? Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce que vous avez... Pourquoi on va vous dire? Tu es pressé pourquoi? Ce n'est pas ta force. Mais justement, mais quand on dit qu'il y a ces acquis-là, ça ne veut pas dire que c'est fini et que c'est facile. Non. Ce n'est ni fini, encore moins facile. J'ai dit que ce n'est pas fini parce qu'il y a un certain nombre de projets qui, aujourd'hui, sont en train d'être analysés par le collège des chefs d'État. On comprend que depuis les années 1960, bien avant, jusqu'à aujourd'hui, pendant plus d'un siècle, les populations ont souffert. Et comme les populations ont souffert, il faut les libérer. Et il faut les libérer là, il y a un certain nombre de décisions qu'il faut prendre. En commençant au niveau politique à avoir une constitution qui va avoir le contenu de tout ce que le peuple veut. On ne va plus faire des élections au hasard. On ne va pas élire quelqu'un qui va venir jurer sur un tas de papiers, tout en sachant qu'on lui a dit dans les coulisses que ce papier ne contient rien. Les autres là, ils jurent sur leurs documents, voilà. Nous aussi, on peut aussi voir et réfléchir correctement. Voilà. Voir comment il faut être en lien, en prenant l'engagement, être en lien avec les ancêtres. Pour dire, moi on m'a nommé ou bien on m'a élu pour occuper tel poste, devant les ancêtres, je prends l'engagement, si je détourne ou bien je trahis le pays 3 jours. C'est ce qu'on veut au niveau politique. Au niveau sécurité, aujourd'hui, dans la conquête de cette souveraineté, dans le temps on disait que pour payer une arme, il faut passer par la CEDEAO, voilà, l'Union africaine, ou bien même la France, elle qui va valider avant d'acheter, sinon tu ne peux pas acheter. Non, la sécurité ne sera plus comme ça. Nous leur avons dit, à partir d'aujourd'hui, au nom de la souveraineté, nous on regarde nos partenaires. Quel est le pays qui fabrique les bonnes armes, qui peut être correct dans le comportement? C'est avec lui on traite, sans passer ni par la CEDEAO, ni par la France. Et on va directement dans le laboratoire, où on fabrique, nous on regarde, et puis on choisit, et puis on paie, et on nous amène aux armes. Justement, quand on prend la décision comme ça, il commence à grincer les dents,
Et puis même dans les magasins d'armement et ainsi de suite, déjà même là-bas, c'est eux, là-bas aussi, ils partaient payer. Ils partaient falsifier, mettre leur nom et puis ils nous vendaient cher. Mais maintenant, si on se retrouve dans les magasins, ils regardent, ils sont là, nous aussi on est là, oui, on se regarde. On ne va même pas se limiter là-bas. Hein. Voilà, parce que ce qu'on cherche dans la modification des curricula de l'éducation, les scientifiques là, nos enfants là, ils ont le cerveau. J'ai dit aux Blancs, ça fait 2n égale à 46 chez lui, 2n égale à 46 chez moi. Donc nos enfants, on va les envoyer dans les pays pour les former techniquement, les suivre et puis les ramener. Rien ne prouve que si on les ramène, on crée un sous-sol ici. Mais Kalash là, c'est le nom de quelqu'un, non? On dit qu'il n'a qu'à démonter, ils n'ont qu'à démonter. De toute façon, nos grands-parents, ils faisaient le fer. Nous, on peut extraire le fer. On extrait, et puis on fabrique les pièces. Puis on peut sortir un fusil qu'on va mettre dessus notre majesté Nabatiba, fabriqué avec ça crépite. Là, c'est un problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, au lieu de voyager chaque fois pour aller commander, ça sort. Les jeunes aussi, c'est ça. On peut venir créer les pièces, les véhicules, on leur donne, ils fabriquent. C'est ça aussi la souveraineté, c'est tout ça là qu'ils voient venir, et puis ils ne veulent pas. Or, c'est ce qui doit être fait. Donc, de ce point de vue, si on lie nos coutumes, notre culture à la politique, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas droit. Tapez sur vos portables. Au Japon, quand tu finis, tu dois aller prendre service et autres là. Tu prends serment devant le premier responsable du Japon. On te dit de ramasser le sol. Tu ramasses. On dit, vous voyez, ce que tu tiens en main, c'est le sol du Japon. C'est le sol qui t'a nourri. C'est avec l'eau de ce sol qu'on t'a baigné. On t'a alimenté. Aujourd'hui, tu dois comprendre que ce sol est au-dessus de ta vie. C'est ça le patriotisme. Ça veut dire, à n'importe quel moment, quel que soit le danger qui est en face, tu es prêt à donner ta vie pour sauver l'honneur de ton pays. Ton pays d'abord. Voilà pourquoi vous voyez à la télé, ce n'est pas des mensonges qui font, pas des montages. Tu as un enfant asiatique couché sur son matelas en train de pleurer, et puis quand il entend l'hymne, il se lève et il se met au garde-boue. Et puis quand l'hymne finit, il se couche, il continue ses pleurs. Il est veillé d'abord. Voilà pourquoi nous, si on veut la formation des enfants là, à partir d'aujourd'hui, dès le primaire, jusqu'au secondaire, voire l'université, ils doivent être tous formés pour être des réservistes. De sorte qu'on n'a plus besoin à un moment donné de fabriquer de fatiguer nos FDS pour dire bon, il faut qu'on augmente votre nombre, la formation prend du temps. Vous partez en Suisse là, vous regardez dans la circulation là, ils sont tous en civil. Or, c'est des gens qui sont tous formés. Quand on va claquer un doigt là, chacun rentre, il prend son arme et sort. Donc, de ce point de vue, si on atteint ce niveau là, tous les enfants depuis la maternelle sont formés. Et si dans la salle, on était dans ce système où tout le monde est formé, bon, si on entend que ça crépite dehors, nos FDS sont là, il suffit seulement qu'ils nous organisent en peloton. Chacun prend le chemin, il fait le travail, et puis on revient, et puis on continue notre travail. Et comme ils ne veulent pas ça, ils commencent à dire non, c'est des milices, il faut casser, on ne veut pas ça. C'est parce qu'ils savent que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Donc voilà pourquoi je dis, c'est pas facile. Si les chefs d'État prennent courageusement une telle décision, si le général, son excellence le général Tiani, son excellence le général Goïta et le camarade capitaine Ibrahim Traoré prennent cette décision, ils ne prennent pas parce qu'il n'y a pas de danger. Ceux qui sont en face là, c'est des rapaces qui tournent permanemment autour des poulaillers. Moindre erreur, ils ne vont pas louper. Preuve, le général Lecointe a dit qu'il se donne 10 ans, ou moins de 10 ans, pour descendre le feu sur nous dans le Sahel. Il a dit, de façon publique, ça dit qu'ils n'ont pas encore fini. Pour le moment, ils sont dans les arcanes pour voir quel frère il faut utiliser contre ses propres frères, pour nous amener à bout avant d'intervenir. Nous, on va laisser faire. Voilà pourquoi le chef de l'État, il commande les armes, ça vient. Et on a dit même, ce n'est pas seulement contre le terrorisme et autres, les supplétifs des armées là qu'on est en train de combattre. Nous, nous souhaitons, même après la crise là, il faut que le Burkina continue de s'armer. Pour qu'à un moment donné, quand un Burkinabé touche, quelqu'un ne dort pas quelque part. Ça, on veut atteindre. Mais nous, on a un ami là, voilà, vers la Corée là, il est là, non? Voilà, très à l'aise. Quand il marche, on dirait qu'il danse. Quand il sort un matin, il prend son café, il est content, il dit un missile.
Ah, le monde entier se met en alerte. C'est comme ça. Mais ça va comme une superficie. Nous, si on peut atteindre ça, on a l'uranium. L'uranium va exploiter ici. Nous, si on va atteindre petit à petit. Mais seulement quand tu prends une route, tu ne dis pas où tu pars. Donc, les chefs d'État parlent comme ça parce qu'ils comptent sur vous pour leur sécurité. Je le répète, ils comptent sur vous pour leur sécurité. Parce que, avant eux, il y a des gens qui ont été exécutés. Très mal, cisaillés. Vous savez le cas de Patrice Lumumba au Congo? On a envoyé des gens, ses propres frères, qui ont couru le pourchasser comme un lapin, attraper, venir remettre à des blancs, qu'ils ont tué comme un lapin, dépecé, mettre dans de l'acide. Et puis maintenant, on enlève une de ces dents à les garder chez eux. Et à un moment donné, des dizaines d'années après, ils prennent la dent là, ils mettent dans un cercueil pour dire les restes de votre président. Est-ce que ça c'est sérieux? Et puis après ça, si ça c'est loin là, regardez Madagascar. La France vient de les appeler pour dire venez prendre les crânes de vos chefs qu'on avait emportés quand nous sommes passés chez eux. Quand ils étaient passés chez eux. Le cas de Sankara aussi est là. Combien d'années, même pas 30 ans dans une tombe, on dit de vérifier, voir si c'est lui. Vous analysez, vous dites qu'il n'y a pas d'ADN. Or, vos appareils permettent de déterminer l'ADN d'un os contenu dans le sol même qui a fait 1000 ans. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est un noir, on s'en fout. Gare à celui qui va se comporter comme lui. Donc, que ce soit le président du Burkina, du Niger, du Mali, ils ont besoin de la protection des différents peuples. Si vous dormez, ça ne sera pas bien. Voilà. Et le tout dernier élément que je prends en exemple pour montrer que ce n'est pas facile, c'est la question du franc CFA. On va sortir du franc CFA. Le général Tchadi a dit, les techniciens sont en train de réfléchir. Quand il sera le moment, les chefs d'État vont décider et puis leur dire ce qu'il faut dire. Ce qui leur fait mal, tous ceux qui crient en disant, vous avez dit, vous allez faire sortir l'argent, c'est quand ça va sortir, c'est votre argent. C'est nous, notre argent. Parce qu'on les voit venir. En Guinée, Sékou Touré, quand il a dit, il va fabriquer le franc guinéen, ils ont rapidement fait en lien avec certains Guinéens en 1959, savoir la maquette de l'argent. Avant même que la Guinée ne sorte son argent, ils ont fait des faux billets aller inonder toute la Guinée. Vous croyez que nous, on n'a pas de mémoire? On va vous mettre devant le fait accompli qu'on est arrivé. On ne dit pas à un ennemi que je parle ici. Le deuxième élément, c'est la question de l'alimentation. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on mange là, si ça vient de chez eux, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas mis des produits dedans? Si vous avez vos portables, vous avez des connaissances aux États-Unis, appelez-les, même leurs propres enfants. Un enfant blanc, un bébé blanc qui naît, et puis un bébé noir qui naît. Le bébé blanc va commencer à parler, et c'est peut-être le noir là, c'est 2-3 ans après qu'il va commencer à vouloir prononcer des mots. On a injecté quoi à nos enfants là? On a injecté quoi à la maman? Il y a un problème. Ça veut dire c'est comme si on a programmé scientifiquement même la disparition des noirs. Et sans état d'âme. Même quand vous regardez certains bonbons qu'on amène, on prend, on suce au hasard, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Vous allez remarquer, on dit oui, comme on sait qu'on est contre l'homosexualité. Et si ce sont eux qui produisent notre alimentation, ils mettent des substances qui permettent à l'homme de développer des hormones féminines et à la femme de développer des hormones masculines. À un moment donné, les sentiments commencent à changer. Les questions de puberté, les questions de naissance, voilà, tous ces cycles-là sont déréglementés. On ne peut pas se retrouver mieux avant même d'atteindre les produits. Et regardez sur vos portables, chaque fois qu'on interpelle les gens, on ne fait pas attention. Même au-delà des produits, vous prenez quelqu'un qui veut dire bonjour, c'est bien. Dire bonjour est africain, c'est chaleureux. Mais tu prends ton portable. C'est eux qui ont fait les cartes, et quand tu vois, c'est très joli. On fait une carte en fleurs. Mais quand on fait une carte en fleurs, dans ton inconscient, dans ton subconscient, toi tu prends la carte en fleurs, parce que c'est insupportable, tu envoies à ton camarade garçon, bonjour. C'est écrit bonjour. Et quand tu regardes le contour de la carte, tu vas aller trouver une bouche rouge qui est cachée à quelque part, qui dit bijou. Depuis quand toi, garçon là, toi tu envoies une carte WhatsApp à ton camarade qui n'a pas bien regardé. Ça veut dire quoi? On est en train de te télécommander. Dans 5 ans, 10 ans, un garçon va se retrouver à la porte de son camarade garçon. Bonjour avec une fleur. Chez nous, culturellement, c'est interdit. Si on attrape un garçon
qui fait Dijon à un garçon, vous êtes malade, on vous soigne. Donc les questions alimentaires, les questions médicales, tout ça là, il faut voir, même les vaccins. Voilà, on nous donne, nous autres on joue au banditisme. Voilà, on amène un vaccin, on dit il faut le vacciner. Et puis c'est eux-mêmes qui connaissent le nom. Le nom qu'on a mis sur le vaccin, vous ne connaissez même pas. Un de leurs a eu grand-père délinquant. Et puis on prend le nom là, on met sur un vaccin. Vous allez prendre ça et puis être à l'aise. Il faut pas être à l'aise. Donc de ce point de vue, comme je tiens à vous écouter, je vous félicite très sincèrement pour l'oreille attentive. Donc, monsieur le gouverneur, je vais remettre le micro afin de leur passer la parole pour dire et répéter la souveraineté, si nous la voulons, nous pouvons la gagner, mais la souveraineté ne se donne pas. La souveraineté s'arrache. Et nous sommes prêts à payer le prix pour l'arracher. Merci beaucoup. J'ai oublié qu'aujourd'hui, il faut regarder les pèlerins.